Préservés par miracle, restaurés ou encore en ruine, les châteaux fascinent toujours le public. Le Moyen-Âge est un siècle de bâtisseurs. Cela nous a légué des monuments extraordinaires qui comptent beaucoup dans notre identité. Des siècles après leur apparition dans le paysage, ils demeurent avec les cathédrales les symboles du Moyen-Âge et du pouvoir de leurs commanditaires, seigneurs ou souverains. Pour Philippe Auguste, la construction des châteaux a été un outil pour restaurer l'autorité du roi de France. Leur construction a accompagné l'évolution politique et culturelle de la période médiévale. Des centaines ont été construits en Europe et jusqu'aux portes du Moyen-Orient. Mais leurs formes, leurs plans, leurs caractéristiques ont considérablement évolué au fil du temps. Il y a une innovation, il y a une sorte de surenchère aussi de compétition, construire mieux que l'autre, plus parfait, plus original, plus nouveau. Des premières tours de pierre érigées en quelques mois, aux chantiers colossaux de la cité de Carcassonne ou du château de Chambord, toutes ces constructions ont façonné pendant 5 siècles, de l'an 1000 à 1500 environ, le paysage d'une nation en gestation. À partir de là, on a de multiples pouvoirs qui sont centrés sur le château. Forteresse de frontières comme à Sals, ou château royal comme à Vincennes, ces édifices auront 3 fonctions: le logement, la défense et l'affirmation du prestige. Ils sont donc les marqueurs d'un monde en constante mutation. Ils racontent à eux seuls 500 ans de Moyen-Âge. L'apparition des châteaux forts en Europe ne doit rien au hasard. Au cours de la longue période de paix romaine des premiers siècles de notre ère, quelques castrums ou quelques villas fortifiées avaient été érigées à la frontière de l'Empire. Rien de plus. On trouve dans les textes en latin le terme castrum. Donc castrum, ça a donné petit à petit, ou castellum, château. Et castellum veut dire tout simplement le village, donc c'est un terme très générique. Et on voit petit à petit, donc au 9e, 10e siècle, le glissement de sens entre une place forte, qui peut être très grande, une ville fortifiée, et petit à petit, ce qu'on interprète comme un lieu qui est effectivement fortifié, mais c'est aussi une résidence, et pas la résidence de n'importe qui, de celui qui exerce un pouvoir. Au IXe siècle, la partition de l'Empire de Charlemagne plonge tout l'Ouest européen dans une période de chaos. L'autorité du roi, mais également celle de ses vassaux, les comtes, est considérablement affaiblie. Les villas fortifiées vont alors devoir laisser place à de nouveaux types de constructions. D'autant qu'à partir des 8e et 9e siècles, le territoire de cette vaste région, qui n'est pas encore la France, est assailli par de multiples invasions. Les Hongrois à l'est, les Vikings au nord et à l'ouest, les Sarrasins au sud. Pour faire barrage, l'Europe se couvre de châteaux forts. D'abord dans l'ouest et le sud de la France, puis jusqu'en Normandie, en Allemagne et en Angleterre. La féodalité est alors en gestation. Les seigneurs, émancipés d'un pouvoir royal très affaibli, se lancent dans la conquête de territoires. Mais il faudra ensuite les protéger. Ils conçoivent donc des fortifications constructibles en un temps record, 3 mois environ, les mottes castrales, élevées sur des tertres artificiels. Pour symboliser et concrètement retrancher son château, il fallait créer artificiellement une élévation qui soit faite pour voir de loin et pour être vue de loin. La taille moyenne de ces tertres en forme de cône est d'environ 30 mètres de diamètre à la base, pour une dizaine au sommet. La hauteur varie de 6 à 12 mètres, créant une pente de 35 à 55 degrés. C'est là que se dresse la tour haute de 15 à 25 mètres. En contrebas, la basse-cour, le plus souvent circulaire ou ovale. Elle est entourée d'un fossé et d'une levée de terre surmontée d'une palissade. Une tour-porte en bois peut en défendre l'accès. C'est là que se trouvent les bâtiments de service, écuries, fours, pressoirs ou forges. C'est quelque chose qui est simple, qui techniquement est très facile à faire, qu'on peut faire avec les matériaux tirés du fossé, avec le personnel corvéable à merci dont on dispose aussi. Donc on n'a pas besoin de véritables techniciens pour mettre en place cette structure.
Les châteaux à mottes vont se multiplier entre le Xe et le XIIe siècle. Leur défense repose sur la succession des obstacles, fossés, talus, palissades, et sur la capacité de tenir un siège. La tour, accessible souvent par une simple échelle, est le signe du prestige et de l'autorité des seigneurs. C'est là qu'ils vivent avec leur famille. Celle d'Ardres, dans le Pas-de-Calais, construite vers 1120, comportait 4 niveaux. Un rez-de-chaussée enchâssé dans la terre et faisant office de cellier et de magasin à grains, surmonté d'un étage composé d'une grande salle et de la chambre du seigneur. Venait au-dessus la pièce réservée aux enfants du couple seigneurial et celle attribuée aux hommes de garde. Enfin, surmontant l'ensemble, une chapelle était réservée au maître de la tour. On est aussi, une fois de plus, là dans le symbole pour montrer au reste de la population et au reste de l'aristocratie qu'effectivement, on a une empreinte particulière dans le paysage. À cette époque, les seigneurs s'affrontent au cours de guerres privées afin d'étendre et d'affirmer leur pouvoir. Les mottes castrales vont donc se multiplier en Europe occidentale et jusqu'en Angleterre. Elles représentent l'autorité et le pouvoir et permettent de défendre les domaines des razzias de l'adversaire. Ces premières structures de bois, efficaces face à de petites troupes de fantassins et de cavaliers, ont pourtant un point faible, le feu. Les installations défensives vont donc au cours des Xe et XIe siècles être renforcées par l'emploi de la pierre. Certaines défenses étant érigées dans ce matériau en lieu et place des anciennes fortifications de bois, comme à Restormel Castle au sud de l'Angleterre. En France, l'architecture des premières fortifications va alors subir l'influence des Normands, solidement implantés sur un vaste territoire qu'ils considèrent désormais comme une sorte de nation et qu'ils doivent protéger des appétits de leurs voisins. C'est le risque permanent dans le système féodal au début, c'est de perdre sa légitimité parce qu'on est mangé par un autre, plus fort que soi. Donc on se défend en l'empêchant d'entrer. Dans cette quête permanente de protection, la maçonnerie va venir renforcer le système défensif des édifices dès le début du XIe siècle. Les seigneurs les plus puissants et les plus fortunés vont donc remplacer les tours maîtresses de bois par des grandes tours en pierre. Le plus célèbre d'entre eux, Fulk Nerra, devenu comte d'Anjou à seulement 17 ans, va faire construire une trentaine de forteresses dont celle de Loches en Indre-et-Loire. L'une des plus anciennes et imposantes tours maîtresses en pierre. Avec une telle construction, Fulk Nerra s'impose aux yeux de tous comme l'égal du roi. Et il a le choix entre 2 types d'aménagement. Ça peut être un aménagement, disons, stratégique, mais ça peut aussi être un aménagement d'une espèce de château-palais ostentatoire qui est l'expression à la fois de son pouvoir et répondant à son goût du faste de grand seigneur. Donc, par exemple, un donjon comme le donjon de Loches, ce n'est pas un outil de guerre. Il est entièrement construit en pierre et de plus en pierre de taille. Dressé en retrait de fortifications plus récentes, le donjon de Loches forme un rectangle d'environ 25 mètres sur 15. Sa hauteur est de 37 mètres. Une porte est située sur le flanc le moins menacé. Les fenêtres sont ébrasées, étroites sur l'extérieur. Au 3e étage, des ouvertures plus larges permettaient sans doute de passer sur une galerie de bois en surplomb, offrant la possibilité d'ajuster un tir ou de lancer des projectiles sur les assaillants parvenus au pied des murailles. Le donjon résidentiel, c'est quelque chose dont on a des traces à partir de 900 à peu près en France, avec en général la salle basse ou 2 niveaux de salle basse, la grande salle, qui est souvent aussi l'accès à la tour, qui est une salle de réception, de représentation au 1er étage. Et puis au-dessus, on a des espaces qu'on appelle la caméra, par exemple, la chambre, qui sont un peu plus privatisés. Et puis souvent un étage plutôt défensif dans la partie supérieure, qui est une espèce de salle des gardes et un espace de surveillance. La défense d'une telle forteresse est uniquement passive. La défense passive, c'est construire suffisamment solide, haut et retranché pour empêcher les incursions. Donc plus le château a des fossés larges, profonds, plus ses murs sont élevés, mieux il se défend des incursions. Ça, c'est de la défense passive. Cette défense passive est combinée avec une défense en profondeur.
La plupart des forteresses de l'époque romane sont implantées sur des lieux particulièrement inaccessibles, au carrefour de voies de communication stratégiques. Les obstacles sont multipliés pour empêcher l'assaillant de s'approcher de la tour maîtresse. Fossés, talus ou encore palissades. On installe le château dans un lieu naturellement bien défendu, sur une colline entourée par une rivière qui forme des obstacles naturels face à l'avancée d'un éventuel ennemi. Donc, on ralentit l'avancée de l'ennemi, on s'isole, on se protège et on conçoit un peu le château comme un refuge. Alors, ça ne veut pas dire non plus qu'on ne fait rien du tout, puisqu'on sait qu'il y avait au sommet des murailles des chemins de ronde depuis lesquels on pouvait quand même tirer, on pouvait guetter, voilà. Mais tout cela, ça reste quand même relativement passif, des obstacles, des murs, des fossés, des défenses naturelles. Nombre de tours maîtresses construites au cours du XIe siècle reprennent le plan quadrangulaire facile à bâtir. Le modèle anglo-normand de ce type d'édifice, aussi appelé tour-résidence ou tour-palais, est la tour de Londres, construite vers 1070 sur ordre de Guillaume le Conquérant, ou le grand donjon du château de Falaise en Normandie, bâti au tout début du XIIe siècle. Mais les donjons quadrangulaires montrent vite leurs limites défensives. Leurs angles saillants mal défendus, créant des angles morts, deviennent facilement accessibles aux attaquants. Ils peuvent y creuser des sapes, des galeries creusées sous les fondations des tours ou des murailles, qui sont ensuite bourrées de matières inflammables afin de faire effondrer le mur et de pénétrer dans le donjon. Ces tours carrées disparaîtront bientôt au profit de tours rondes, mieux adaptées à l'art de la guerre. Ce sera la grande innovation généralisée au XIIe et XIIIe siècle. Mais il faudra pour cela attendre le règne du roi bâtisseur, Philippe Auguste. Dès le début du XIIe siècle, le château représente bien plus qu'une simple fortification. Il est aussi et surtout un espace de vie quotidienne. Les paysans viennent y travailler pour entretenir les murailles, curer les fossés ou encore cultiver les terres du châtelain, la réserve. Le maître des lieux y réside avec sa large famille, frères, sœurs, cousins. Les chevaliers s'installent dans les fiefs attribués par leur seigneur, où ils font construire des habitations fortifiées. Mais cette indépendance soudaine n'est pas sans effet sur les relations qu'ils entretiennent avec le suzerain auprès duquel ils s'engagent. Alors vous avez deux grands rites, le serment de fidélité et l'hommage. Vous allez prêter un serment, un sacrement, quelque chose d'extrêmement surnaturel, mystérieux, qui vous dépasse, et vous vous engagez à ne pas nuire à votre seigneur. Vous faites partie de sa cour. Vous savez, c'est une société où la qualité d'un homme se mesure au nombre de gens qui sont autour de lui, qui le servent. À partir de là, on a de multiples pouvoirs qui sont centrés sur le château. Donc quand le prince est absent, on rend hommage à sa tour. De la même manière, le roi de France exige désormais que les grands seigneurs lui prêtent hommage et jure de lui apporter aide militaire et conseil. Cette organisation des relations entre vassaux résume à elle seule la féodalité. La pyramide du pouvoir se recompose, la société médiévale évolue. Le roi qui avait tout perdu récupère progressivement ses prérogatives, récupère le ban, le pouvoir de commander, de punir, et ces tribunaux, désormais, sont les seuls qui peuvent exercer la justice. Et ce processus implique de nouveaux châteaux, ou en tout cas conquérir du château des seigneurs et les adapter avec des nouvelles techniques. Des châteaux encore plus beaux, encore plus perfectionnés sur le plan militaire, encore plus imprénables, qui marquent la reconquête d'un territoire par la royauté. D'autant qu'au XIIe et XIIIe siècle, période qualifiée d'âge d'or des châteaux forts, France et Angleterre se livrent une guerre sans merci. Un conflit au cours duquel les châteaux jouent un rôle primordial. Donc on a des entités politiques qui deviennent plus puissantes, qui entrent en guerre ouverte dans les années 1195
1190. Et cela occasionne forcément la construction de nouveaux châteaux et pour le coup, là, de places fortes. Il y a une innovation, il y a une sorte de surenchère aussi de compétition, construire mieux que l'autre, plus parfait, plus original, plus nouveau. Lorsque Philippe Auguste monte sur le trône en 1180, le royaume de France ne s'étend guère au-delà de l'Île-de-France actuelle. La Normandie, l'Anjou, le Maine ou encore la Touraine sont alors sous la coupe du roi d'Angleterre, Jean sans Terre. Philippe Auguste va donc étendre le territoire royal aux dépens des souverains anglo-normands, les Plantagenets. Il va aussi et surtout rétablir son influence dans toutes les provinces tenues par les grands vassaux. Il met en place une administration en charge de la gestion du royaume. Profitant de l'essor des villes qu'il rallie à lui et de l'affaiblissement des seigneurs appauvris par les premières croisades, Philippe Auguste, comme ses prédécesseurs capétiens, va se lancer dans une vaste entreprise de rétablissement du pouvoir royal. Mais il ne va pas se contenter de conquêtes territoriales. Il va aussi couvrir le royaume d'infrastructures militaires au premier rang desquelles des châteaux. Pour Philippe Auguste, la construction des châteaux a été un outil, bien sûr, de guerre et d'affrontement, de place forte, mais ça a été aussi un outil particulier au service de son pouvoir, de son autorité, de son image. Ça a été pour lui un outil pour restaurer l'autorité du roi de France. En tout, une trentaine d'édifices portent la marque du souverain à travers le royaume. Quand il ne les a pas fait construire lui-même, il les a dotés d'une tour ronde, symbole de son autorité. Au mois de juin 1204, Philippe Auguste est désigné roi de France et non plus roi des Francs. Pour parvenir à défendre son royaume et à le garder des appétits féroces des souverains plantagenets, le nouveau roi va faire construire des forteresses au plan standardisé. Une enceinte carrée, des remparts flanqués de tours pleines aux angles et de tours semi-circulaires en leur milieu. Une tour maîtresse ou donjon au centre, mais qui se déplacera bientôt sur les angles. Des murs munis de créneaux, un chemin de ronde cintrant l'édifice et courant sur les murailles d'une tour à l'autre. Et enfin, une porterie et un corps de garde solidement implantés à l'entrée. Le château témoin, modèle pour tous les autres, se trouve à Paris. Le Louvre, qui n'était pas la résidence d'ailleurs des rois de France, c'était plutôt le palais de la Cité, mais le Louvre a été construit dans les années 1190. Et c'est le château par excellence qui introduit un modèle nouveau qu'on va appeler d'ailleurs le château philippien, par référence aux constructions de Philippe Auguste, et qui résulte vraiment là d'une réflexion particulière sur un plan type. Le château du Louvre occupait le quart sud-ouest de l'actuelle cour carrée. Après 12 ans de travaux, la grande tour, le donjon, est achevée. Haute de 31 mètres, elle est entourée d'un fossé circulaire d'environ 7,50 m de largeur et autant de profondeur. Les murailles de la forteresse, occupant un quadrilatère de 78 mètres sur 72, sont renforcées par 10 tours. Un fossé rempli d'eau complète le dispositif défensif. La porte principale est au sud, tandis qu'une autre, plus petite, fait face à la ville. Le mur ouest est renforcé car davantage exposé aux attaques. 2 bâtiments adossés aux murailles ouest et sud abritent les soldats, les animaux et les équipements nécessaires pour tenir un siège. Les 2 autres murs sont simplement crénelés. Un puits profond et une citerne assurent l'alimentation en eau. Alors, le château philippien reprend des concepts qui existent dès l'Antiquité, c'est-à-dire des plans quadrangulaires, des segments de murailles bâtis assez hautes avec des chemins de ronde et régulièrement flanqués, donc défendus par des tours de défense, l'ensemble étant entouré et isolé par des fossés. Donc ça, c'est un concept ancien, mais qui évolue aussi puisqu'on a désormais des tours où se multiplient les organes de défense active, c'est-à-dire les archères. Ces standards, typiques de l'architecture philippienne, se retrouvent au château de Dourdan dans l'Essonne. Sans doute la plus aboutie et la mieux conservée des forteresses philippiennes. Murs à créneaux et courtines, chemins de ronde courant sur les murailles,
Porterie munie de herses et autres grilles en fer et bois. Corps de garde solidement plantés à l'entrée et défendant l'accès principal. Trouées d'archères dans les tours ou les murs. Tours flanquées aux angles des remparts et présence d'un donjon qui supplante peu à peu les tours quadrangulaires massives, puis qui disparaîtra au cours du XIIIe siècle, le seigneur s'installant volontiers dans un édifice construit dans la cour intérieure. Si cette standardisation de l'architecture des châteaux forts va durer près de 2 siècles, elle se heurtera vite au développement des engins de jet dévastateurs, puis de l'artillerie. L'architecture devra donc s'adapter une nouvelle fois et adopter des formes encore plus défensives. D'ici là, les tours standardisées par le pouvoir royal équiperont l'ensemble des nouvelles fortifications. Au cours du XIIe siècle, sur le modèle initié par Philippe Auguste, les architectes médiévaux privilégient donc la tour ronde plutôt que la tour carrée. Car les projectiles d'engins de siège, dont les plans ont été rapportés par les croisés, ricochent plus facilement à sa surface. Les croisades, et de façon plus générale les échanges avec l'Orient, ont eu une influence considérable dans la construction des châteaux à la fin du XIIe siècle et au début du XIIIe siècle, puisque les ingénieurs militaires rivalisaient d'imagination pour trouver des nouvelles techniques d'attaque et de défense